Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vis au Costa Rica en famille depuis plusieurs années. Dans cet échange avec Horizon Partagé, je vous partage une vision honnête et concrète de la vie ici. La nature, l'état d'esprit, les gens, le coût réel, la mentalité, ainsi que les avantages et les inconvénients du pays. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire de quel pays tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors, je m'appelle Benjamin, je vis au Costa Rica. Je suis dans ce pays depuis plusieurs années. C'est un pays que j'aime vraiment beaucoup, c'est mon pays de cœur. Et voilà, je vais vous répondre à vos questions et vous parler de ce pays qui est vraiment un pays incroyable pour de nombreuses raisons. Et comment du coup est née ton histoire avec le Costa Rica ? Pourquoi ce pays en particulier plus qu'un autre ? Alors, il faut savoir que c'était un des rares pays pendant le Covid à ne pas avoir exigé d'obligations pour les voyageurs. Et du coup, on cherchait un pays d'expatriation. Et je suis quelqu'un qui part du principe que l'histoire se répète souvent. Donc du coup, on s'est orienté vers des pays qui n'avaient pas émis de restrictions. Et en fait, c'est un pays que j'avais vu de nombreuses fois à la télévision, dans des reportages principalement animaliers, parce que c'est un pays qui est connu principalement pour sa faune et sa flore. Mais c'est un pays d'une grande richesse sur de très nombreux points. Et quelle différence t'as pu remarquer entre le moment où t'es arrivé et tout ce que t'as vu à la télé ? Je vis très proche de la jungle, mais ce qu'on voit en général à la télé, c'est vraiment la jungle très profonde, avec une faune et une flore incroyables. Il faut savoir que le Costa Rica abrite à peu près 6% de la biodiversité mondiale, concentrée dans un pays grand comme la Suisse. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je vis dans une zone quand même assez reculée. Je vis un petit peu comme ce que l'on voit à la télé. Tu es dans quelle zone ? Au sud de la péninsule de Nicoya. C'est une zone bleue, au passage. C'était un point qui était intéressant dans notre choix stratégique d'expatriation. Et du coup, quand t'es arrivé, j'imagine que t'es arrivé à la capitale, Saint-José. Est-ce que tu t'attendais à une ville comme ça, alors qu'on a toujours entendu parler du côté sauvage du Costa Rica ? Et quelles ont été un peu tes premières impressions ? Je m'attendais un petit peu à une ville comme ça parce que c'est la capitale et je m'étais quand même beaucoup renseigné sur le pays, ce que j'invite les gens à faire, surtout quand ils souhaitent s'expatrier. Je savais que c'était le cœur économique du pays. Forcément, je m'attendais pas du tout à vivre à cet endroit-là. Enfin, je ne voulais pas vivre à cet endroit-là. Mais par contre, c'est quand même bien en termes de commodité, en termes de business. On y va assez régulièrement, on y va tous les 2 mois à peu près pour acheter des choses vraiment essentielles, pour acheter des choses un peu rares. Des choses que l'on peut difficilement trouver ici. Ici, on a vraiment l'essentiel et ça, c'est un mode de vie aujourd'hui qui nous correspond parfaitement. On n'est plus dans ce monde consumériste. On est un peu détaché de tout ça. Et sinon, pour répondre à ta question, la capitale, reste une capitale et moi, j'invite rarement les gens à s'installer dans une capitale pour de nombreuses raisons. Et en général, quand les gens vont s'installer au Costa Rica, ils vont s'installer au Costa Rica pour les plages, pour la montagne, pour la biodiversité, pour le travail parfois. Parce que c'est pas parce que c'est un coin, très sauvage qu'il n'y a pas de possibilité d'entreprendre. Mais en général, les étrangers qui viennent s'installer ici ne s'installent pas à la capitale. Si tu devais présenter le Costa Rica à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui a jamais mis les pieds, qui a jamais vu de documentaire, tu commencerais comment ? Je dirais que c'est un pays de paix, qui n'a pas d'armée, qui est petit mais qui est grand comme la Suisse, qui en termes d'indice de développement humain est très bien placé au niveau mondial et en termes des différents pays d'Amérique latine. Il me semble qu'en termes d'IDH, indice de développement humain, c'est le numéro 1. En termes de santé, c'est le numéro 1 de l'ATAM, de toute l'Amérique latine. Je pense qu'ils font la course un peu avec le Chili par rapport aux soins, à la qualité des soins. Il y a 2 océans, donc c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Ça offre une biodiversité incroyable et ça offre la possibilité de changer de paysage sans forcément changer de pays. On mange très bien, la nourriture locale est de bonne qualité parce qu'il y a on trouve de très bons produits frais. Personnellement, on mange beaucoup de fruits et de légumes locaux, de la viande locale aussi parce que c'est un gros producteur de viande, le Costa Rica, de qualité. Et puis, qu'est-ce que je rajouterais ? Que les gens sont bien éduqués. Et ils sont très réceptifs aux étrangers. Quand les étrangers, bien évidemment, viennent entreprendre des choses bien dans leur pays, ils les accueillent les bras ouverts. Voilà, c'est un pays qui est globalement très sain. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les paysages, à quoi ça ressemble, nous faire voyager Comme je le disais, il y a 2 océans, donc il y a 2 types de plages. Côté Pacifique, c'est très sauvage. Il y a beaucoup de surfeurs qui viennent ici. Il y a des plages qui sont très sauvages, très grandes, avec des cocotiers, bien évidemment. D'autres très beaux arbres natifs. De l'autre côté Caraïbes, l'eau va être beaucoup plus transparente, beaucoup plus belle, mais il va y avoir un climat qui va être un peu différent, beaucoup plus humide, qui pourrait être similaire au climat que l'on peut trouver dans le sud Pacifique, avec une végétation très luxuriante. Forcément, plus il y a d'humidité, plus la végétation est luxuriante. Pour vivre, c'est un peu plus délicat. Nous, on a trouvé notre équilibre ici. Il y a aussi des zones plus sèches dans le nord-ouest du pays, autour de Tamarindo, au nord de la péninsule de Nicoya. Il y a vraiment une diversité de paysages incroyables et aussi des zones très montagneuses avec de très très beaux volcans. Plusieurs volcans très connus au Costa Rica. Le volcan Arenal, par exemple, qui est certainement le plus connu.
Et après, dans les montagnes, il y a des fermes de café, il y a vraiment des coins qui sont très beaux. Une faune et une flore incroyables, que ce soit à 0 mètre d'altitude près de la mer ou à 3000 mètres sur les hauts des volcans et des montagnes. On a aussi des endroits, du coup, comme tu discutais avec nous tout à l'heure, très très reculés. Je pense notamment à Tortuguero, par exemple, où on peut y aller uniquement en bateau dans la mangrove. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces endroits? Comment on fait pour y accéder? Est-ce que c'est des endroits, quand on y habite, qu'on veut aller visiter? Comme tu le dis, il y a des coins très reculés comme Tortuguero, par exemple. Tortuguero, c'est juste incroyable. Évidemment, clairement, je pourrais pas vivre là-bas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui s'expatrient pour aller vivre à Tortuguero. En revanche, c'est vraiment quelque chose d'unique, même quand c'est la saison des pluies. Je précise que moi, la pluie, personnellement, avant de venir au Costa Rica, j'étais pas forcément un fan. Aujourd'hui, j'adore et j'apprécie vivement la saison des pluies. La pluie apporte une certaine sérénité. Le bruit de la pluie, c'est quelque chose de vraiment incroyable quand on prend le temps de l'écouter. J'ai été une fois à Tortuguero et quand on est sur tous ces canaux, toutes ces rivières qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai pu vivre quand j'ai fait la mission Harpie, quand j'étais en gendarmerie, nous apporte une connexion avec la nature qui est vraiment, vraiment incroyable. Là-bas, à Tortuguero, il y a une biodiversité qui est vraiment fantastique, comme sur le sud de la péninsule d'Ossa, côté Pacifique. Je pense que ça doit être deux des 5 plus gros hubs du Costa Rica en termes de faune et de flore. C'est vraiment incroyable et ça vaut vraiment le détour d'aller là-bas. Et comme je le disais précédemment, c'est intéressant quand on vit au Costa Rica, si on n'a pas forcément les moyens ou l'envie de sortir du pays, de voyager dans ces zones qui sont des zones très enrichissantes en termes d'énergie, en termes de bien-être, parce qu'on est vraiment en contact d'une nature incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la faune qu'on y trouve à Tortuguero, mais aussi dans tout le Costa Rica? À Tortuguero, on peut voir beaucoup de reptiles, des caïmans, des serpents, des reptiles de type gros lézard. On voit aussi beaucoup de singes hurleurs, bien évidemment. Au Costa Rica, d'une façon globale, il y a des singes à peu près partout, à ma connaissance, sauf évidemment à la ville ou quand on est vraiment en altitude. Mais d'une façon globale, entre 0 et 300-400 mètres, je dirais qu'il y a énormément de singes. Encore une fois, j'ai pas la prétention d'être biologiste, je suis juste passionné. On peut avoir beaucoup de grenouilles aussi, beaucoup d'insectes. Il y a vraiment une faune et une flore qui est incroyable. Je crois que les caïmans, j'en ai parlé déjà. Après, il faut bien penser une chose, justement pour éviter de faire peur aux auditeurs. Il faut bien penser qu'on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'on a strictement aucun risque d'avoir des soucis. Le plus gros risque, je dirais, c'est si on marche pieds nus dans un champ où il y a des reptiles, enfin des serpents précisément, et des serpents de type vipère, des serpents venimeux. Là, ça peut être dangereux, mais il y a moins d'accidents dus aux serpents que d'accidents de la route ou d'accidents domestiques au Costa Rica. Donc voilà, je cherche un peu à rassurer parce que je sais que moi-même, avant de m'installer au Costa Rica, j'avais des idées arrêtées. Comme avant d'arriver au Costa Rica, quand on vit dans une société, dans nos sociétés occidentales, on a peur de toutes les araignées, on a peur de tous les insectes. Et ça, c'est dommage parce que finalement, on peut fermer la porte à une vie beaucoup plus saine au contact de la nature. Les araignées ne nous veulent pas du mal et les serpents, en général, quand ils sentent les vibrations dans le sol, ils partent. Donc, vraiment une richesse incroyable sur des zones, comme je le disais, comme Tortuguero, Sarapiquí, qui est plus dans le nord du pays, il me semble pas très loin de la frontière nicaraguayenne, le sud de Pacifique avec la péninsule d'Ossa. Mais il y a aussi énormément de faune et de flore autour de chez nous. Nous, on voit très souvent des coatis, des singes, des biches, des insectes de toutes sortes, des petits agoutis. Ce sont des rongeurs un peu plus gros qu'un rat, bien plus gros qu'un rat. Ce que vous pouvez trouver aussi qu'on trouve pas dans notre zone, sont des paresseux. Et il y a deux types de paresseux il y a des paresseux qui ont 2 doigts et des paresseux qui ont 3 doigts, des grandes griffes, des grands ongles. Ce sont des paresseux qui sont un petit peu différents les uns des autres. Et ça, on en trouve beaucoup côté Caraïbes et il me semble dans le sud du Pacifique, dans des zones beaucoup plus humides. Bon, parfait, merci d'avoir répondu du coup à la question sur les animaux. J'allais poser cette question parce que c'est vrai que beaucoup ont peur des insectes, alors que peut-être que les animaux les plus dangereux sont ceux auxquels on s'attend pas. Enfin, les singes peuvent attaquer, alors que souvent les touristes sont attirés par les singes, donc... Oui, tout à fait, tu as raison, parce qu'en fait, les singes, les capucins, sont moins sauvages que les singes hurleurs. Les singes hurleurs sont très sauvages, ils vivent en communauté, ils vivent en famille, ils se nourrissent principalement de ce qu'ils trouvent dans la nature. En revanche, les capucins, quand les touristes les nourrissent, et c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, parce qu'on va leur causer des problèmes de santé, et on va du coup, vu que ce sont des singes qui sont relativement intelligents, ils vont avoir tendance à être paresseux et à vouloir aller chercher la nourriture auprès des touristes, et du coup manger clairement des cochonneries.
des chips, des choses qui sont pas du tout prêts à manger. Même nous, d'ailleurs, je précise qu'on n'est pas fait pour manger ces cochonneries. Et du coup, ils vont être un peu agressifs dans certaines zones. Au Costa Rica, ils sont, je pense, pour l'instant, moins agressifs qu'en Asie parce qu'on n'a pas eu encore ce tourisme de masse, même s'il y a des zones qui sont quand même très touristiques. Donc les singes n'ont pas eu le temps de s'adapter. Après, c'est pas vraiment les mêmes variétés aussi, hein, donc forcément, ils n'ont pas le même cerveau, pas les mêmes façons de fonctionner. Moi, je pense qu'il vaut mieux se méfier des singes de type capucin, surtout si on les habitue à leur donner à manger, parce qu'ils sont capables de nous voler un téléphone et de nous voler notre nourriture sans problème, parce que ce sont des singes qui sont relativement vicieux. Des singes que ça ressemble. En termes de comportement, ça ressemble aux singes que j'ai pu rencontrer dans des zones très touristiques d'Afrique. Quand je suis allé monter le Kilimandjaro, j'ai rencontré des singes qui venaient clairement sur la table nous chipper nos pommes ou notre aile de poulet. Donc, en effet, tu as raison, c'est une très bonne analyse. Il faut faire attention plus aux singes qu'à d'autres types d'animaux, je pense. Comment on fait pour repérer tous ces animaux quand on est novice ? Est-ce que maintenant que tu vis au Costa Rica, tu as une astuce peut-être à partager aux touristes qui aimeraient venir ? Alors, la discrétion, c'est, je pense, la qualité fondamentale. Et prendre le temps d'observer, prendre le temps de quelque part de se connecter avec la nature, d'essayer de la comprendre, de l'analyser. Et de cette façon-là, on voit beaucoup plus de choses. Si on va dans des grands parcs touristiques, par exemple Manuel Antonio, c'est à Quepos, on va avoir beaucoup plus de mal à voir des animaux, sauf si on a vraiment un guide qui connaît leurs habitudes et qui finalement a repéré leur habitat. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de touristes. Moi, j'invite les gens à aller dans des parcs nationaux, qui sont des parcs nationaux avec une grande richesse en termes de faune et de flore, mais qui sont moins touristiques. Par exemple, près de chez nous, on a le parc de Cabo Blanco. C'était un des premiers parcs créés au Costa Rica. Et dans ce parc, il y a une faune, une flore incroyable. On a des perroquets, les grands haras. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé des oiseaux. On a les perroquets, les grands haras rouges. On a aussi énormément de toucans. Il y a énormément de variétés de toucans au Costa Rica. Et ça, ce sont des animaux que l'on peut voir si l'on est discret, patient et que l'on prend de se connecter avec les merveilleux paysages du Costa Rica. Donc ça, c'était pour le côté fun. On en entend moins parler, mais la flore aussi est très riche. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux développer ce qu'on y trouve, à quoi ça ressemble ? Alors la flore, alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme flore au Costa Rica ? À quoi ça ressemble ? Donc c'est une flore globalement quand même très tropicalisée, parce que même en termes de latitude, on est au-dessus de l'équateur, on est en Amérique centrale. Donc en termes de climat, on a un climat relativement constant, avec des différences thermiques d'une dizaine de degrés, je dirais, entre la saison des pluies et la saison sèche, entre l'été et l'hiver. On trouve beaucoup forcément de cocotiers, de plantes tropicales, d'hibiscus, de palmiers, de palmiers en tout genre, arbres du voyageur. On trouve aussi beaucoup de feuillus aussi, que ce soit des pochotés, des guanacastés. Le guanacaste, c'est l'arbre endémique du pays. On trouve aussi, dans certaines zones, plus en altitude, des genres de sapins. Il y a vraiment une flore qui est incroyable. Et il y a beaucoup de fleurs aussi. À certaines saisons, on a des flamboyants qui sont comme des arbres que je pouvais connaître quand je vivais à La Réunion. Des arbres avec des fleurs très rouges, très vives, très beaux. D'autres arbres dont je ne connais pas les noms, qui sont avec des fleurs jaunes, des fleurs roses. Et suivant les saisons, on a une variété de paysages incroyables, parce qu'on va avoir des saisons où certains arbres vont avoir perdu toutes leurs feuilles, et d'autres saisons où ces mêmes arbres vont avoir des fleurs incroyables. Donc c'est vraiment très agréable de vivre ici. Si on regarde avec très peu de recul le Costa Rica, on pourrait penser qu'il y a très peu de saisons, mais au final, on peut voir qu'il y a quand même 2 saisons très très marquantes, avec une flore qui est incroyable. Le Costa Rica, on entend aussi souvent parler que c'est un modèle écologique. Est-ce que c'est une réalité que tu as pu voir sur place ? Ou est-ce que depuis qu'il y a eu l'arrivée des touristes ces dernières années, c'est un peu moins le cas ? Alors, concernant le modèle écologique du Costa Rica, je ne vais pas vendre du rêve, mais il est très bon. Je ne vais pas vous vendre du rêve parce que forcément, il y a de l'agriculture intensive dans certaines zones. C'est pour ça que nous, on a été ciblés des zones où il n'y a pas ça, de façon à éviter d'être près de la pollution, que ce soit une pollution, je dirais, aérienne, et une pollution au niveau de l'eau que l'on consomme. Donc, il y a de l'agriculture intensive en termes
de bananes, forcément. Hein. Les Européens, les Occidentaux achètent des bananes du Costa Rica. Donc, s'ils achètent des bananes du Costa Rica, c'est qu'ils font de bananes. Ils produisent énormément d'huile de palme aussi. Des grandes entreprises qui sont bicultivées de l'huile de palme. On va pas se le cacher. Il y a beaucoup de café aussi. Et donc, j'ai dit huile de palme, banane, café. Et je crois que c'est tout en termes d'agriculture intensive. Et par contre, voilà, comme je disais, c'est localisé, c'est dans certaines zones. Et dans la zone où on est, par exemple, et même toute la péninsule de Nicoya, à ma connaissance, dans la péninsule de Nicoya, il n'y a ni des plantations de bananes parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas de café parce qu'on n'est pas assez en altitude, et il n'y a pas de palmiers non plus. Donc ça, c'est très bien pour la biodiversité et pour aussi pour vivre. Oui, il y a l'agriculture intensive, mais de l'autre côté, les gens sont très, vu qu'ils sont éduqués, parce que le Costa Rica a réalloué son budget de l'armée, parce qu'il n'y a plus d'armée depuis 1948, ils ont réalloué leur budget à l'éducation et la santé. Du coup, les Costariciens sont très éduqués et les Costariciens sont malins parce que ils ont compris que le Costa Rica est centré sur principalement l'agriculture, le tourisme et la technologie. Quand je parle de technologie, c'est la technologie, on va dire, que l'on connaît tous, hein, petite Silicon Valley, et aussi Big Pharma. Aussi Big Pharma qui est quand même assez présent dans la vallée centrale. Donc, ils font très attention à préserver leur environnement, leur jardin. On voit très peu de déchets au Costa Rica. J'ai pu aller au Salvador, par exemple. Au Salvador, le Salvador a connu une grave crise, une guerre, hein, ces 50, 60 dernières années, une guerre civile. Donc, ils ont d'autres valeurs. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir cette éducation. Au Costa Rica, ayant connu la paix, ils ont connu des périodes où ils ont eu la possibilité de s'éduquer en termes d'écologie, en termes de protection de leur environnement, pour eux et aussi pour le tourisme. Donc, on trouve très peu de déchets. Je vous dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a très peu par rapport à beaucoup d'autres pays touristiques d'Amérique latine. Donc, quand on dit que le Costa Rica, c'est un pays cher pour les activités, par exemple, il faut payer toutes les entrées des parcs nationaux, etc. Est-ce que c'est réellement pour contribuer à la protection de la nature ? Oui, alors quand on dit que le Costa Rica est cher, que ce soit la vie, le prix des entrées des parcs, etc., oui, je pense que, comme tu le sous-entends, c'est probablement par rapport à la conservation du milieu environnemental, mais aussi parce qu'on paye quelque part une certaine stabilité. Le Costa Rica, c'est 80 ans de stabilité. Donc, il y a énormément de gens qui viennent investir ici. Les investisseurs, ils cherchent quoi ? Ils cherchent de la stabilité. Que ce soit les petits investisseurs, les investisseurs de la classe moyenne comme nous, ou les millionnaires et les milliardaires, ils cherchent la stabilité. Donc, ils vont pas aller investir, par exemple, au Nicaragua, qui est un pays voisin, qui doit certainement ressembler au Costa Rica sur beaucoup d'aspects, mais pas tous, mais qui est, par exemple, communiste et qui est instable, avec un droit de la propriété qui n'est pas fort. Au Costa Rica, on a la liberté d'expression, on a un droit de la propriété qui est fort. Et tout ça fait que le Costa Rica attire beaucoup. Et quand ça attire beaucoup, forcément, les prix montent. Et c'est le cas, par exemple, du Salvador, qui avant, il y a quelques années, n'attirait pas. Et aujourd'hui, il attire beaucoup plus. Et du coup, les coûts de la terre, les coûts des commodités, les coûts de la nourriture ont augmenté. Donc, on est encore une fois sur un prix à payer, je dirais, et c'est quelque chose dans mon arbitrage que j'ai accepté de faire, un prix à payer pour vivre dans un pays stable et pacifique. Si vous réfléchissez sérieusement à une expatriation ou un projet de vie au Costa Rica, et surtout si vous avez envie de réussir votre expatriation, vous pouvez réserver un appel stratégique avec moi, le lien est en description. Le but de cet appel est d'analyser votre profil, de répondre à vos questions ainsi qu'à celles de votre famille, de comprendre vos objectifs, de voir concrètement si ce pays peut réellement correspondre à vos attentes et vous orienter vers de précieux contacts sur place. Donc c'est quelque chose que tu as énormément parlé depuis le début de cet échange, comme quoi le Costa Rica a supprimé son armée depuis 1948. Est-ce que tu peux un peu nous retracer l'histoire de ce pays, ce que tu en connais, comment ils sont arrivés à ce choix? Parce que 1948, du coup, est-ce qu'il la Première Guerre mondiale, est-ce qu'ils y ont participé? Est-ce que c'est à cause de ça que du coup ils ont fait le choix de pas avoir d'armée? Est-ce que tu es un peu informé sur ça? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter? Alors, ce que je peux te raconter sur l'histoire du Costa Rica, c'est que c'est un pays qui est quand même relativement jeune. Ce que je peux te raconter en termes d'armée, la partie d'histoire avant 1948, je m'y suis très peu intéressé parce que j'ai trouvé que de supprimer l'armée en 1948, c'était un très beau pivot. Et en fait, le Costa Rica, comme je le disais précédemment, est très jeune. Donc, je pense qu'il a été très très peu impliqué dans la Seconde Guerre mondiale parce que même en termes de démographie, à cette époque-là, c'était un pays qui devait être très peu peuplé. Parce qu'aujourd'hui, le Costa Rica, c'est 6 millions d'habitants, grossièrement 4 millions concentrés sur la capitale et avec très peu d'intérêt géopolitique
profond. Par exemple, je fais le parallèle avec un pays voisin, le Panama, qui a le canal du Panama. Le Panama, avec le canal du Panama, c'est un point géostratégique super important pour les 2 précédentes guerres et super important en cas de 3e guerre mondiale à venir. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas choisi d'aller au Panama, parce que j'avais vu ce point qui est un point névralgique, stratégique, qui peut être un point dangereux demain pour la paix. Et le Costa Rica, je me suis pas trop intéressé sincèrement avant 1948. En revanche, j'ai bien vu que à partir de 1948, ils ont montré que ils avaient l'envie de développer l'éducation, de développer leurs infrastructures et de développer les parcs pour avoir vraiment créé un coin de paradis pour leurs résidents et leurs nationaux, également leurs touristes, et surtout pour préserver la nature. La chose que j'ai pu remarquer, je te fais un parallèle sur un autre sujet, c'est la déforestation. La déforestation, en réalité, elle n'a pas été entreprise par les touristes. Ça, c'est un mensonge. Elle a été entreprise dans les années 40, 50, 60, avec beaucoup d'agriculture, où les locaux ont développé beaucoup l'agriculture. Et au moment où ils ont fait ce pivot, où ils ont supprimé l'armée, ils ont du coup éduqué et ils ont, il n'y a pas ce mot en français, mais en espagnol on dirait conscientizar, c'est-à-dire passer, donner de la conscience, partager, délivrer, ou comment dire, faire en sorte que les gens prennent conscience de ce qu'ils ont sous leurs yeux, sous leurs pieds. Et en fait, ils se sont mis à reforester avant l'arrivée du tourisme de masse, entre guillemets. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me suis pas mal focalisé sur ça et sur d'autres aspects du Costa Rica. Et voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel de montrer aux gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, du coup, ça fait depuis 1948, il y a eu des générations qui sont passées par cette éducation-là. C'est quelque chose qu'on ressent au quotidien? Oui, c'est quelque chose. Alors, depuis 1948, il y a eu ce pivot avec l'arrêt de l'armée nationale. Il y a eu ce pivot et on ressent ça au quotidien parce que les gens sont pas stressés. Même ceux qui regardent, alors évidemment, il y a des gens qui regardent les médias de masse, il y a des gens qui regardent les médias plus à la capitale, ils sont beaucoup plus impactés par les médias mainstream que dans les campagnes. Dans les campagnes, on a notre quotidien qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vert. On est beaucoup plus soudés les uns les autres. Vraiment à l'image de villages qu'on peut retrouver à l'époque en France, il y a 30, 40, 50 ans. Et du coup, on le ressent, on voit que les gens ont une certaine paix. Et c'est un peu ça, la Pura Vida, en fait. La Pura Vida, c'est pas juste le fait de vivre tranquillement. C'est vraiment un ensemble de critères qui font que le Costa Rica, les Costariciens vivent la Pura Vida. Ils sont pas stressés par rapport à de très nombreux aspects. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'armée et qu'ils ne soient pas bousculés par ce stress les apaise vraiment. Justement, j'allais parler du Pura Vida, l'expression qu'on entend souvent, qui est aujourd'hui un peu devenue la marque de fabrique du Costa Rica. Ça peut être cliché parce que certains Français peuvent penser qu'ils disent ça comme ça pour attirer, parce que c'est la marque de fabrique, mais c'est vraiment une mentalité. Oui, alors le Pura Vida, le fait de dire Pura Vida, c'est pas un cliché. Il y en a quelques-uns qui l'utilisent peut-être de façon commerciale, une minorité, mais d'une façon globale, c'est vraiment comme si on disait. Dans d'autres pays d'Amérique latine, ils disent que onda, en gros, ça peut être un peu si Dieu le veut aussi, parce que on est quand même dans un pays avec un socle très catholique, mais c'est vraiment, ça peut être un si Dieu le veut de façon spirituelle, sans forcément que ce soit un Dieu précisément. On verra demain, tout va bien, allons-y. C'est vraiment quelque chose d'assez originalement, ça vient d'une chanson, je crois, à vérifier. Et ils ont gardé ça dans les années peut-être 50-60, après la fin de l'armée. C'est quelque chose qui est vraiment, je pense, sincère, d'une façon globale. Et la Pura Vida, c'est quelque chose qu'il faut venir vivre. Évidemment, quand on le voit en tant que touriste, on peut croire que c'est marketing. Mais non, je pense pas que c'est marketing. Je pense qu'ils ont une vie qui est douce et ils veulent le partager et le montrer en tout cas. À quoi ça ressemble ? Comment ? À quoi ça ressemble ? Pardon. À quoi ça ressemble du coup le quotidien d'une personne qui vit au Costa Rica et qui vit cette vie douce en fait ? À quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble cette vie douce ? Ça dépend évidemment d'où on vit au Costa Rica. Si on vit à San José, que ce soit dans des quartiers populaires ou des quartiers très riches, bien évidemment que ce sera pas la Pura Vida. Ça ressemblera beaucoup plus à ce que les gens vivent en Europe. Et encore que, vu qu'ils ont ce socle Pura Vida, les gens sont beaucoup plus apaisés, beaucoup moins stressés. Mais vraiment beaucoup, c'est vraiment impactant, même à la ville, la capitale. Après, quand on s'écarte et qu'on est dans des petits villages ou des villages de taille moyenne, c'est vraiment, les gens se disent bonjour, ils se regardent.
Ils se parlent, ils sont ouverts. Je le disais tout à l'heure, je crois, les Costaricains sont très ouverts. Ah, tu viens de quel pays? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mais j'adore la France, j'adore la Tour Eiffel. Et puis tu lui réponds, non mais la France, c'est pas juste la Tour Eiffel. La France, c'est pas juste Paris. La France, c'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup de choses. Et du coup, tu peux voir qu'ils sont vraiment apaisés, qu'ils vont faire leurs courses. Ils sont encore très connectés famille, quand même très connectés religion. C'est ça la Pura Vida. Ils vont tous les dimanches faire des barbecues sur la plage, entre amis, en famille. C'est vraiment notre esprit. Quand nous, on voit dans notre monde qu'on est sur beaucoup de sujets et qu'on est divisé tout court, du coup, à cause de ces sujets, on voit que eux, on va être divisés sur des sujets, mais ça les empêche pas d'aller partager un moment et puis de débattre, de discuter et de la vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu des fêtes et des traditions, du coup, à quoi ça ressemble, je sais pas, un Noël au Costa Rica, à quoi ça ressemble une fête de Pâques, comme tu disais, qui sont très catholiques? Alors, à quoi ça ressemble les fêtes de Pâques et le Noël? Les fêtes de Pâques et le Noël, justement, tu as bien fait de le préciser, c'est quelque chose de très symbolique et de très important pour eux. Bon, à Noël, c'est... Alors, Noël et Pâques, c'est les deux moments où le pays est le plus fermé, je dirais, en termes de commerce. Parce que les fêtes de Pâques, c'est la semaine sainte. Donc là, la semaine sainte, c'est vraiment la semaine où 90%, 95% des gens sont en vacances. Donc beaucoup de choses sont fermées. Les ticos de la capitale vont tous sur les plages pour profiter en famille, entre amis. Et là, c'est vraiment le moment, je dirais, le plus dense, le plus intense. Et presque où on pourrait croire qu'il y a le plus de tourisme. Parce qu'il y a vraiment une explosion à cette période. C'est vraiment en termes de business touristique, c'est le moment le plus chargé. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux de vivre, de partager entre amis, en famille. Donc la semaine sainte, la Semana Santa. Et aussi, bien sûr, le Noël. Noël, c'est quelque chose de très important. Et en général, la période entre Noël et Nouvel An, c'est une semaine un petit peu charnière où le pays est quand même assez fermé. À part, bien sûr, les magasins qui vendent des commodités nécessaires au bon déroulé de Noël, que ce soit des cadeaux ou de la nourriture ou d'autres choses. Mais d'une façon globale, c'est deux fêtes qui sont très, très importantes parce que c'est un pays qui est, comme on le disait, catholique et très intéressant de vivre ces périodes qui sont très riches et pleines de bonheur. Et à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on est entre amis, en famille? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, à quoi ça ressemble ces deux périodes? C'est très simple. Les Costariciens sont des gens très simples d'une façon globale. C'est-à-dire qu'ils peuvent manger la même chose qu'ils mangent toute l'année. L'idée, c'est surtout de se retrouver, en fait, de se connecter. Il peut y avoir des améliorations. Ils peuvent acheter des produits un peu plus chers ponctuellement, je pense. Peut-être boire un peu plus, manger un peu plus. Faire l'effort à ces périodes de voyager, de dépenser pour voyager, que ce soit à 1 heure, à 2 heures, à 4-5 heures de chez eux, de leur lieu habituel. Mais d'une façon globale, c'est plutôt un moment pour moi qui va à ce qu'ils font. Pour ceux qui ont la chance de vivre près des côtes, pour ceux qui le font ponctuellement le week-end, ils vont le faire de façon plus étendue, vraiment en vacances où ils vont couper, ils vont être dans leur bulle, en famille, entre amis. Il n'y a vraiment pas de normes ou de fermeture d'esprit de leur côté. C'est-à-dire que, un peu comme j'ai pu le vivre à La Réunion avec les Réunionnais, avec certains Réunionnais qui m'ont invité à Noël, et dès mon arrivée, ici, la porte est grande ouverte. J'ai vu une émission récemment d'un monsieur de télévision qui va les habitants, je crois que J'irai dormir chez vous, je crois que c'est le nom de l'émission, qui a été au Costa Rica il y a quelques années, pendant la fermeture Covid justement, et il était accueilli à bras ouverts. Donc en fait, le Noël ou la semaine de Pâques, elle peut être partagée entre étrangers, même si en général, c'est quand même en famille. C'est quelque chose qui se vit quand même en général en famille. Et au-delà du coup de la nature, qui est ce qui est souvent représenté, comme tu disais au départ, dans les documentaires, etc., qu'est-ce qu'on découvre et qu'est-ce qu'il faut découvrir, surtout dans la culture En fait, il y a plein de choses. C'est vrai qu'on pense souvent que le Costa Rica n'a pas beaucoup de culture, que le Costa Rica, sa culture est essentiellement liée à la faune et la flore. Moi, c'est ce que je suis en train de découvrir petit à petit. Je suis en train de découvrir que ça va plus loin que ça. Il y a des indigènes au Costa Rica. On a tendance à penser qu'il y a des indigènes qu'au Mexique, par exemple, qui est un beaucoup plus grand pays, qui a beaucoup plus de culture. Mais il y a des indigènes au Costa Rica. Il y a quelques très jolies églises. Il y a un vrai patrimoine parce qu'ils sont capables de fabriquer encore de très beaux meubles, de très belles charrettes colorées. Ils font du café incroyable, l'un des cafés les meilleurs du monde. Il y a énormément de cérémonies de chocolat parce que c'est un gros producteur de chocolat qui produit un chocolat vraiment incroyable.
Et le chocolat, c'est vraiment un super aliment, quelque chose vraiment que j'invite les gens à découvrir, un produit où j'invite les gens à s'y intéresser. Parce qu'en fait, il y a vraiment une culture. Elle est, comme je dis, le pays est jeune, donc la culture est un peu différente de ce qu'on pourrait trouver dans des grandes civilisations comme ce que l'on peut découvrir chez les Mayas ou chez les Aztèques. Mais il y a quand même un héritage qui est assez profond. Et il y a aussi au Costa Rica quand même un brassage des ethnies. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont installés ici, qui viennent apporter leurs recettes, leurs talents culinaires, etc. Et c'est vraiment aussi ça qui est une grande richesse, je trouve. Même s'il y a des plats endémiques qui sont incroyables, que les gens ne mangent pas forcément tous les jours, que l'on peut trouver dans des restaurants qui veulent apporter cette valeur ajoutée. Mais voilà, il y a une culture assez riche quand même qui serait intéressante de découvrir un peu plus, même pour moi qui suis ici depuis 3 ans, que je suis en train de découvrir petit à petit. Qu'est-ce que le Costa Rica a changé dans ta façon de voir le monde? J'essaie de vivre de façon plus simple. J'essaie de profiter un peu plus de ma famille, même si je suis bien pris par le travail. J'essaie de prendre un peu plus de temps pour moi, pour les miens, surtout, de vivre au contact de la nature, de m'intéresser, comme je disais précédemment, à la culture, de m'intéresser aux plantes. On est en train de créer un quartier résilient, une communauté, même si j'aime pas forcément le mot communauté, parce que ce sera pas une communauté hippie, ce sera une communauté où les gens seront souverains et les gens s'entraideront. J'essaie de créer, en fait, de recréer, de revivre ce que l'on regrette chez nous, en fait. Parce que chez nous, en réalité, on parle, on critique, beaucoup de gens parlent et critiquent, ils regrettent des choses, mais qu'est-ce qu'on fait pour apporter une solution? Et en fait, ici, il y a encore un socle où les gens se connectent. Et en fait, j'ai pu apprécier ça, j'ai pu apprécier leurs bonnes énergies, leur énergie qui nous permet d'être intégrés. Contrairement à d'autres pays d'Asie où on aurait pu s'expatrier, où ce serait beaucoup plus compliqué parce que souvent, en général, quand même, les Asiatiques sont plus froids. Ici, les Ticos sont vraiment chaleureux. Ça, c'est vraiment une force. Et du coup, en fait, on se soude, on se connecte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une plus-value ici, je trouve. Ça va être ma prochaine question. Est-ce que c'est facile, du coup, de s'intégrer au Costa Rica? Donc, tu y as répondu. Mais administrativement, est-ce que c'est facile, du coup, de venir s'installer là-bas? Oui et non. En fait, ça va nécessiter 2 choses. De toute façon, moi, je conseille toujours, quand j'accompagne des gens pour s'expatrier, quel que soit le pays, d'apprendre la langue. Ça, c'est le socle essentiel. Pour vous et par respect. Les 2. Et après, en termes administratifs, si vous avez un peu de patrimoine ou des compétences, il est possible de s'expatrier au Costa Rica et d'obtenir la résidence. Il y a différents types de résidences. Le Costa Rica, c'est pas un pays qui ferme entièrement ses portes, mais c'est pas un pays qui les ouvre à tout le monde. Par exemple, c'est pas comme l'Australie ou les États-Unis où c'est quand même très fermé, et c'est pas comme d'autres pays qu'on connaît, que je ne citerai pas forcément, qui ont les frontières ouvertes et qui vont aider les étrangers qui font plus ou moins rien. D'accord? Au Costa Rica, il y a différents types de résidences. Ça peut être si vous êtes nomades digitaux, par exemple comme vous, si vous créez du contenu à distance, vous avez une radio et que vous avez certains revenus, vous pouvez très bien avoir une résidence de nomade digital. Si vous êtes rentier, parce que vous avez des revenus à l'étranger qui sont supérieurs à 2 500 $, vous pouvez avoir une résidence. Si vous êtes investisseur, que vous venez apporter de la valeur ajoutée au pays, vous pouvez avoir une résidence. Et après, il y a d'autres types de cas de résidence particuliers. Il y a aussi le rapprochement familial, si vous avez un enfant qui naît sur le sol costaricien, si vous vous mariez à un Tico ou à une Tica, etc., etc. Après, il y a des cas très particuliers, mais il est possible d'avoir la résidence. Nous, on l'a obtenu à peu près, par rapport à notre profil, l'approbation entre 4 et 6 mois. Voilà. D'autres clients et amis l'obtiennent entre 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 ans pour les résidences les plus longues à obtenir. Mais d'une façon globale, si c'est bien fait, qu'on est bien accompagné, on obtient la résidence et on peut penser à autre chose, se focaliser sur notre famille, sur nos affaires, à profiter du pays et découvrir ce pays qui est vraiment magnifique. C'est assez équilibré. L'obtention de la résidence est possible. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à venir s'installer au Costa Rica? Je dirais que si quelqu'un hésite à venir s'installer au Costa Rica, je lui dirais pas fonce, vas-y, comme tous les pays du monde d'ailleurs. Je lui dirais viens en vacances et si ça t'a plu, fais en sorte que ces vacances soient un vrai voyage de reconnaissance de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et si ça te plaît, vas-y, fonce. Parce que dans la vie, il faut pas avoir de regrets, il faut agir. Il est important d'enlever ces œillères parce que dans nos sociétés occidentales, on a beaucoup d'œillères, de préjugés. Tu ne trouveras pas le pays parfait. Mais personnellement, pour moi, c'est le pays qui ressemble le plus à la perfection par rapport à mon profil. Après avoir visité peut-être 35 pays, c'est vraiment le pays qui me correspond le mieux. Ça veut pas dire qu'il correspondra à Pierre, à Paul ou à Jacques. Mais quand on est un petit peu ouvert d'esprit, il a vraiment beaucoup de très grosses qualités. Et il faut vraiment tout regarder, avoir une vision à 360 degrés et ne pas regarder que le coût des hôtels et des restaurants en zone touristique, par exemple. Il faut vraiment tout regarder. Parce que, par exemple, un autre argument, beaucoup viennent s'installer au Costa Rica pour les impôts, la fiscalité qui est territoriale, c'est-à-dire qu'on ne paye pas d'impôts sur les revenus qu'on gagne à l'étranger, à condition d'être résident fiscal, évidemment, par rapport au fisc du pays d'origine, d'être reconnu comme résident fiscal au Costa Rica. Mais il faut pas regarder, par exemple, que la fiscalité. Parce que si vous regardez la fiscalité et que le pays ne vous plaît pas, vous n'allez pas être heureux. Donc il faut être réfléchi, posé et avoir une vision globale. Et pour conclure sur le Costa Rica, si tu devais le résumer en un mot, tu choisirais lequel et pourquoi? Je dirais paix.
Parce que, comme on l'a dit précédemment, il n'y a pas d'armée. Les gens sont bien éduqués, même si on pourrait toujours trouver à redire. Dans tous les pays, on peut être très critique. Moi-même, je suis très critique. Mais ils sont bien plus éduqués que dans la plupart des pays équivalents ou de toute l'Amérique latine. La paix, parce que quand on est en contact avec la nature régulièrement, on retrouve une certaine paix. De pouvoir aller à la mer régulièrement, c'est très apaisant. La mer, un simple bain, on le sait tous. Je crois que vous êtes dans le sud de la France. Quand on se baigne dans l'eau de mer, on peut voir le bien-être que cela nous fait. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de m'intéresser aujourd'hui. Tout ce qui est énergie. Il y a les ions, etc. L'énergie, l'électricité qu'on a à l'intérieur de notre corps. La mer, ça apporte une certaine paix aussi. Et au Costa Rica, on peut être très près de la mer. D'une façon globale, je pense vraiment que le mot paix, c'est vraiment le seul mot qui pourrait correspondre. Par rapport au fait aussi qu'on peut se nourrir de culture, se nourrir de produits agroalimentaires de qualité, parce qu'il y a des solutions en circuit court, où on peut se faire livrer des produits de l'autre bout du pays, comme ça se faisait en France il y a quelques années, des produits frais, organiques. Et tout ça, en fait, pour moi, c'est la paix que je suis venu chercher, je la trouve ici. Et je rajouterai quelque chose par rapport à la paix. En tant qu'ancien militaire, je dis toujours, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et ici, on peut protéger sa famille, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir le port d'armes, et on a le droit de protéger ses alliés, ses proches, sa famille, en ayant une arme à son domicile la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui était essentiel pour moi. En ayant vécu des crises importantes, je pense qu'on ne doit pas compter sur un État, quel qu'il soit. Attention, je ne critique pas un pays en particulier, mais on doit compter que sur nous et sur nos proches. Donc voilà, si on veut la paix, il faut pouvoir se défendre. Et le Costa Rica, c'est vraiment ce modèle-là. Il n'a plus d'armée, mais il laisse la possibilité de se défendre à ses citoyens pour maintenir la paix. Merci beaucoup. On pourra en parler encore pendant très très longtemps. Mais merci à Horizon Partagé pour les questions pertinentes et l'échange. Si vous voulez une partie 2, commentez avec vos questions sur le Costa Rica, l'expatriation ou la vie sur place. Je réponds absolument à tous les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, le lien Linktree est en description. Pura vida.